Si je vous dis biathlon, ça vous parle? Aujourd'hui, on glisse l'œil dans le viseur pour une vidéo qui décrypte toutes les facettes de ce sport, son histoire, le matériel utilisé, les règles, les différents formats de course, tout y passe. Elle est injouable! Il n'y a qu'elle pour faire ça! Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette chaîne est encore toute fraîche et si le contenu de cette vidéo vous plaît ou vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, notamment de débriefs des étapes de la Coupe du Monde, à laisser un petit commentaire si vous en avez envie et à partager afin de faire connaître ce sport à un maximum de personnes. Le biathlon est un sport passionnant qui allie deux sports en un, le ski de fond et le tir à la carabine. Dit comme ça semble être une alliance un peu étrange, mais pourtant quand on remonte rapidement aux origines de ce sport, ça semble un peu plus logique. Le biathlon prend ses racines dans les techniques de survie utilisées dans les forêts enneigées scandinaves, où les gens chassaient à ski avec un fusil en bandoulière, tout simplement. Sans entrer dans le détail, on recenserait des traces d'épreuves qui ressemblaient déjà au biathlon en Scandinavie au XVIIIe siècle. Et le premier biathlon moderne s'est vraisemblablement déroulé en 1912 lors d'un événement organisé à Oslo par l'armée norvégienne. Petit à petit, le biathlon s'éloigne de ses origines militaires pour intégrer progressivement les Jeux Olympiques, d'abord comme une épreuve au sein du pentathlon d'hiver, et c'est seulement en 1960, aux Jeux d'hiver de Squaw Valley aux États-Unis, que le biathlon apparaît sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Il faudra attendre les Jeux d'Albertville en 1992 pour que le biathlon féminin fasse son apparition. Concrètement, le matériel utilisé est assez simple. Une paire de skis, des chaussures de ski, des bâtons et une carabine. On va rentrer un petit peu dans le détail avec la partie ski de fond. A l'origine, les skis utilisés étaient en bois, ils ont ensuite évolué en skis en plastique et maintenant même en alliant fibre de verre et fibre de carbone. Le noyau du ski en nid d'abeille combiné à la fibre de verre et de carbone permet d'assurer une solidité et une légèreté des skis assez exceptionnelles, le tout permettant d'accroître sans cesse les performances. Mais le ski lui-même ne fait pas tout. En effet, en fonction des conditions de neige sur la piste, les techniciens de chaque équipe se doivent d'effectuer ce qu'on appelle un fartage. Alors le fart est un produit appliqué sous les skis avant son usage afin d'en améliorer le glissement ou l'adhérence sur la neige. Un bon fartage peut grandement augmenter les chances de victoire d'un biathlète, mais à l'inverse, un mauvais fartage peut bouleverser la course et saborder les chances de certains biathlètes de bien figurer sur cette même course. Donc les techniciens ont à leur disposition différents types de farts pour pouvoir créer la meilleure association possible. Des farts fluorés, céramiques, graphite ou encore paraffine naturelle. La bonne maîtrise des farts fluorés pouvait créer parfois de très grandes différences entre les biathlètes et l'IBU, l'Union internationale du biathlon, a décidé il y a quelques années d'en interdire l'usage afin de limiter les différences entre les nations. Les techniciens, pour bien réussir leur fartage, doivent prendre en compte différents paramètres afin d'appréhender la meilleure synergie possible à appliquer. Ça comprend par exemple la forme du cristal de neige, s'il est en étoile ou en boule de glace, la température et l'hygrométrie de la neige et de l'air, la technique de ski propre à chaque biathlète, l'épaisseur de la couche de fart à appliquer, sur quelle longueur l'appliquer, mais encore la distance à parcourir ou encore l'évolution de la météo. Bref, un véritable casse-tête qui nécessite une connaissance et une maîtrise parfaite de tous ces éléments. Enfin, il est bon de noter qu'il y a différents équipementiers sur le circuit de la Coupe du Monde, notamment Fischer, Rossignol ou encore Salomon. Bien que tous les skis pour le haut niveau soient très proches en termes de caractéristiques, il arrive parfois, assez rarement c'est vrai, mais parfois quand même, que certaines marques performent mieux que d'autres sur une course donnée avec des conditions particulières. Pour terminer sur les skis, en ski de fond, il y a deux types de déplacements possibles, le pas classique ou le pas de patin, qu'on appelle aussi le skating. En biathlon, c'est le skating qui est utilisé car c'est tout simplement le pas le plus rapide. Les bâtons, quant à eux, sont utilisés pour la poussée sur les skis. Ce sont des bâtons en carbone avec une dragonne pour assurer une bonne préemption. A noter que le carbone est un matériau extrêmement solide et fragile à la fois. Alors je m'explique. Quand les bâtons sont utilisés de la bonne manière, c'est-à-dire pour une utilisation verticale, pour une poussée effectuée du haut vers le bas, ils sont d'une résistance à toute épreuve. Par contre, si une pression est effectuée latéralement, ils peuvent être extrêmement fragiles et se briser, par exemple, lors d'une chute. Alors je ne vais pas entrer dans les détails des chaussures,
Mais il est simplement bon de noter que contrairement au ski de piste, où la totalité du pied est maintenue par le système d'attache sur le ski, ici en ski de fond, seule la partie avant du pied est reliée au système d'attache. Cela permet une mobilité du pied beaucoup plus importante. On ajoute bien sûr tout l'équipement lié à la protection au froid, gants, bonnets, lunettes de protection. Les lunettes permettent notamment aux biathlètes de protéger leurs yeux de la neige, du vent, du froid, de la vitesse, afin de leur permettre de conserver une bonne visibilité en arrivant sur le pas de tir. Ils ne relèvent leurs lunettes qu'au dernier moment, la plupart du temps avant de ne pas avoir la larme à l'œil, au moment de glisser l'œil dans le viseur, justement. On attaque maintenant la partie tir à la carabine, qui, comme son nom l'indique, se fait avec une carabine. Alors, c'est une carabine de calibre 22 long rifle. Le règlement impose que le poids de la carabine soit au minimum de 3,5 kg. Elle est composée de deux grands éléments majeurs, la crosse et le canon. Alors, la crosse est la plupart du temps en bois, parfois en matériaux composites, mais la plupart du temps en bois. Pour le coup, sur l'exemple en photo, elle est vraisemblablement en matériaux composites. Les éléments majeurs que l'on retrouve sur la crosse sont la plaque de couche, en bout de carabine, qui permet d'épauler l'arme directement, une poignée pour pouvoir tenir la carabine correctement, l'autre main reposant sur le fût de la crosse. La joue, quant à elle, repose sur le busc, afin d'assurer une meilleure stabilité. Sur le fût de la crosse est également présent le réceptacle pour les blocs chargeurs. Tous les blocs chargeurs sont équipés de 5 balles. Il est d'ailleurs obligatoire pour tous les biathlètes de tirer leurs 5 balles à chaque passage sur le pas de tir, car il est interdit d'effectuer un tour de piste avec un chargeur avec des balles à l'intérieur. On a enfin le système de portage qui permet aux biathlètes, un peu à l'instar d'un sac à dos, d'enfiler et de désenfiler facilement cette carabine. Pour ce qui est de la partie canon, c'est une partie qui est métallique, avec parfois quelques petits éléments de plastique. La culasse est l'élément qui permet de réarmer et d'éjecter les balles. La hausse est la partie avec laquelle le biathlète va viser. La hausse dispose également de deux petites molettes, une au-dessus et une latérale, qui permettent de cliquer afin de régler la visée en fonction du vent. Alors je m'explique. Avant chaque course, chaque biathlète effectue des réglages au niveau du pas de tir. En fonction de sa position au classement ou de son placement probable sur la course, les biathlètes vont effectuer leurs réglages sur l'une des 30 cibles du pas de tir. Ces 30 emplacements ne sont pas tous exposés de la même manière au vent. Parfois, les cibles situées aux extrémités seront plus abritées du vent et les réglages effectués ne seront pas forcément les mêmes. Ensuite, au moment de la course, les biathlètes disposent uniquement d'un petit fanion rouge situé en face de chaque emplacement qui virevolte en fonction du vent. Il s'agit alors pour les biathlètes de juger d'éventuelles corrections à effectuer sur leur visée en fonction des conditions de vent par rapport aux conditions qui étaient celles de leur réglage. Il est alors crucial pour les biathlètes de faire redescendre leur rythme cardiaque suffisamment à l'approche d'un tir pour notamment avoir la lucidité d'analyse de ce seul indicateur afin de faire en sorte de mettre les balles dans les cibles. L'élément qui permet de faire partir la balle est bien sûr la détente. Cette balle va alors passer par le tube du canon qui est en acier, tube par lequel s'extrait la balle lorsqu'elle est tirée via la bouche du canon. Au bout de ce canon, on retrouve des éléments de visée que sont le tunnel et le guidon, et il y a également un petit clapet que les biathlètes doivent refermer notamment s'il neige. En effet, quand les biathlètes remettent la carabine sur leur dos, via le système d'attache, celle-ci est en position verticale, avec le canon qui pointe vers le haut. Ce clapet permet d'empêcher que la neige ne vienne se déposer dans le canon. Parfois, vous avez certains biathlètes qui ont oublié de fermer ce clapet et qui se retrouvent, au moment d'un tir, à devoir souffler dans leur canon pour faire fondre la neige qui obstrue certains éléments liés à la visée. Donc l'air de rien, ce petit clapet peut sauver ou ruiner la course d'un biathlète. Alors tout ça nous amène tranquillement vers les types de tirs. Alors il existe deux types de tirs au biathlon, le tir couché et le tir debout. Ces deux tirs s'effectuent à une distance de 50 mètres. À titre de comparaison, la taille de la cible en tir couché correspond à la taille d'une balle de golf et celle du tir debout à la taille d'un CD. Si la balle fait mouche, le poids du plomb vient faire basculer une palette qui va blanchir la cible. Si la balle ne fait pas mouche, la cible reste noire et le tir est raté. Parfois, lors des courses, les biathlètes effectuent des balles que l'on appelle des cordons. Un peu à l'image du football, c'est comme si vous tiriez sur le poteau. Parfois vous faites un poteau rentrant et parfois un poteau sortant. Et bien là c'est un peu la même chose. Parfois une balle vient terminer sa course à la limite entre le dedans ou le dehors de la cible. S'il y a suffisamment de plomb pour pouvoir faire basculer la palette, c'est un poteau rentrant. Si au contraire il n'y a pas assez de plomb pour faire basculer cette même palette, la cible reste noire et c'est un poteau sortant. Bon allez, trêve d'analogie footballistique. Une course de biathlon se déroule en alternance ski de fond et tir. Donc une course démarre toujours par un tour de piste, puis un arrêt au pas de tir, un autre tour de piste, un arrêt au pas de tir, etc.
Le nombre de tirs et de tours de piste dépend du type d'épreuve, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le sprint est l'épreuve la plus rapide du circuit car elle ne comporte que 3 tours de piste et 2 tirs, un tir couché et un tir debout. La distance à parcourir pour les hommes est de 10 km et de 7,5 km pour les femmes. Pour chacune des 5 cibles qui seraient manquées par le biathlète, il faut effectuer ce qu'on appelle un anneau de pénalité. Il s'agit d'une petite piste annexe ovoïde située à la sortie du pas de tir qui fait 150 mètres. Il faut en règle générale 20 à 25 secondes pour parcourir un anneau de pénalité. Mécaniquement, plus vous faites d'erreurs au tir, plus vous vous fatiguez à ski et plus vous perdez de temps. Le sprint est une course contre la montre, chaque biathlète s'élance à 30 secondes d'intervalle et le classement de l'épreuve est déterminé par les temps finaux effectués par chacun. Sur la grosse centaine de biathlètes qui participent au sprint, seuls les 60 meilleurs biathlètes du sprint ont alors le droit de participer à l'épreuve de la poursuite. La poursuite est une épreuve en confrontation directe dont l'ordre de départ découle du classement du sprint. Ainsi, le vainqueur du sprint s'élance en tête. Si le deuxième biathlète du classement du sprint avait terminé la course à 10 secondes du leader, alors il s'élancera sur la poursuite avec ces mêmes 10 secondes de retard. Et là, il part alors à la poursuite du leader, d'où le nom de l'épreuve. Si le 60e biathlète avait terminé le sprint à 5 minutes du leader, il devra attendre que 5 minutes se soient écoulées sur le chrono pour pouvoir s'élancer sur la poursuite. Alors sur cette même poursuite, il y a 4 tirs. 2 tirs couchés suivis de 2 tirs debout. Même principe que sur le sprint, chaque balle en dehors de la cible coûte un tour de pénalité. Le premier à franchir la ligne d'arrivée est déclaré vainqueur. La poursuite homme fait 12,5 km et la poursuite femme en fait 10. La mass start, ou départ en masse, est la course la plus spectaculaire du circuit car il s'agit d'une course en confrontation directe à laquelle seuls les 30 meilleurs biathlètes du classement général de la Coupe du Monde ont le droit de participer. On a donc la crème de la crème au départ d'une course souvent surnommée course des rois ou course des reines. Les 30 biathlètes partent en même temps et doivent effectuer 4 tirs, 2 couchés et 2 debout comme pour la poursuite. Et une nouvelle fois, une balle dehors équivaut à un tour de pénalité. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de ce sport en règle générale et tout le suspense qui va avec, c'est que vous pouvez avoir un biathlète en tête de course qui n'a raté aucune balle sur les 3 premiers tirs et qui s'effondre sous la pression en mettant 4 dehors sur le dernier tir. Ou à l'inverse, quelqu'un qui aura raté quelques balles en début de course mais qui peut faire un retour aux avant-postes avec un tir parfait sur le dernier passage sur le pas de tir. Une mass start fait 15 km pour les hommes et 12,5 km pour les femmes. L'individuel est une course contre la montre, particulièrement punitive en termes d'erreurs au tir. C'est aussi la plus longue en termes de distance, 20 km pour les hommes, 15 km pour les femmes. Chaque biathlète part avec 30 secondes d'écart et fait sa propre course contre la montre. Dans cette épreuve, il y a de nouveau 4 tirs, mais cette fois-ci on alterne. Tir couché, tir debout, tir couché, tir debout. Mais la différence majeure avec les autres courses, c'est qu'ici, il n'y a pas d'anneau de pénalité. Chaque balle manquée ajoute une pénalité d'1 minute sur le chrono final du biathlète. 2 erreurs, c'est 2 minutes. 5 erreurs, 5 minutes. Bref, ici, le tir est encore plus primordial que sur les autres formats de course. Parfois, l'IBU choisit de programmer des individuels courts plutôt que des individuels classiques. Ça a été le cas notamment à Kontiolahti, lors de la première épreuve de Coupe du Monde. Ils ont comme différence majeure de diminuer la longueur de course, 15 km au lieu de 20 pour les hommes, 12,5 km au lieu de 15 pour les femmes. Dans ce cas, la pénalité de temps est abaissée à 45 secondes au lieu de la minute sur un format classique. On arrive maintenant au relais. Il y a tout d'abord les relais par genre, relais hommes et relais femmes. Chacun des 4 relayeurs de la course doit effectuer un mini-sprint de 7,5 km pour les hommes et de 6 km pour les femmes. Cela signifie que chaque biathlète effectue 3 tours de piste, un tir couché et un tir debout. Ici, le format du tir laisse la possibilité de faire plus d'erreurs. En effet, sur chaque tir, chaque biathlète dispose de 8 balles pour blanchir les 5 cibles. Le chargeur classique, de 5 balles, et des balles de pioche qui sont placées sur la crosse de la carabine. Alors c'est moins punitif, mais utiliser une balle de pioche implique de désépauler la carabine, de prendre une balle, de l'insérer dans le canon, de réépauler et de tirer. En moyenne, cette opération dure de 5 à 15 secondes en fonction de la dextérité du biathlète. Si les 3 balles de pioche sont utilisées et qu'il reste encore des cibles à blanchir, chaque cible non blanchie imposera au biathlète de faire un anneau de pénalité. Les relais mixtes, quant à eux, s'effectuent avec 2 hommes et 2 femmes, avec exactement les mêmes règles que je viens d'expliquer. Enfin, les relais mixtes simples sont des formats de course plus dynamiques. Un homme et une femme sont au départ. Selon les étapes de Coupe du Monde, parfois les femmes commencent la course, parfois les hommes. Dans notre exemple, on va imaginer que la biathlète féminine commence la course.
Donc la biathlète effectue donc un tour de piste, un tir couché, un tour de piste, un tir debout. Jusque-là, tout est normal. Sauf qu'ici, après le tir debout, il n'y a pas de dernier tour de piste à effectuer. Le passage de relais s'effectue tout de suite. Le biathlète masculin effectue alors la même chose, 2 tours, 2 tirs, et passage de relais directement après le tir à la même biathlète qui avait effectué le premier relais et qui, en attendant, a dû continuer à s'échauffer, à rester dans la course, etc. Elle effectue son relais, passe une dernière fois le relais à son homologue masculin, qui cette fois, pour terminer la course, devra faire un dernier tour de piste après son tir debout. Tout ça en conservant la règle des balles de pioche, propre relais. Lors du passage de relais, d'ailleurs, c'est important, des éléments sont à respecter. Le passage de relais ne peut s'effectuer que dans la zone du passage de relais. Zone délimitée par une borne de début de passage et une borne de fin de passage de relais. C'est dans cette zone et uniquement cette zone que le passage de relais doit s'effectuer en touchant le corps du biathlète. Un passage de relais est invalide si le biathlète A touche la carabine ou le bâton du biathlète B. Il faut que ce soit uniquement le corps. En cas d'infraction, la nation impliquée se verra recevoir une pénalité de temps. On en arrive maintenant aux points qui sont attribués à la fin de chaque course. Alors seuls les 40 meilleurs biathlètes reçoivent des points. Le vainqueur en reçoit 90 et le 40e en reçoit 1. Tous ces points sont comptabilisés pour le classement annexe de chaque épreuve. On a donc un classement du sprint, un classement de la poursuite, de la mass start et de l'individuel. Le leader du classement d'une épreuve se voit porter le dossard rouge de leader de cette épreuve. À la fin de la saison, le biathlète qui remporte un classement annexe se voit décerner un petit globe de cristal. Pour le classement général, on fait tout simplement le cumul de tous les points de tous les classements annexes et le leader du classement général porte alors le dossard jaune. Le vainqueur du classement général à la fin de la saison reçoit le gros globe de cristal. Souvent, il arrive que le leader du général soit aussi leader d'un classement annexe. Dans ce cas, le biathlète porte un dossard distinctif bicolore jaune et rouge. On l'a vu pendant de nombreuses années sur les épaules de Martin Fourcade par exemple, avant qu'il ne raccroche les skis, ou plus récemment, très souvent, sur les épaules de Johannes Beu. Un dernier classement annexe existe, c'est celui du meilleur jeune. Donc le biathlète de moins de 23 ans, qui est le plus haut classé au général, porte alors le dossard distinctif bleu, qui une nouvelle fois peut être bicolore, voire tricolore, si le meilleur jeune est à la fois leader des 3 classements. L'œil dans le viseur, c'est fini pour aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, à laisser un petit commentaire et, si vous en avez envie, à partager la vidéo afin de faire connaître ce sport au plus grand nombre. D'ici là, gardez bien l'œil dans le viseur. Très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!